Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Salut. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Hélène et Jean-Christophe, vous êtes tous les deux co-coordinateurs du parti de gauche et vous venez de publier une tribune qu'on a publiée sur le site de Regard, Besoin de mouvement, besoin de parti, qui pose les jalons d'une réflexion approfondie sur la question des cadres dans lesquels on fait de la politique et notamment le cadre militant, celui des partis et celui des mouvements. Alors avant de revenir sur le fond de ce que vous avez écrit, un mot sur ce qui traverse actuellement justement ces partis et ces mouvements quant aux violences sexuelles et sexistes, sans mettre les différentes accusations sur le même plan. On voit quand même qu'il y a un tâtonnement généralisé, c'est un euphémisme, hein, on pourrait même parler de nullité de la réaction des partis et des mouvements en tant que cadre sur ces sujets. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe? Hélène, peut-être? Ouais, alors en fait, c'est assez compliqué. La réalité, c'est que les violences sexistes et sexuelles traversent toute la société, c'est systémique. Il y a encore une vingtaine, trentaine d'années, quelqu'un racontait à table qu'il avait mis une claque à sa femme ou qu'il l'avait rappelé à l'ordre parce que ci ou parce que ça. Tout le monde riait grassement autour de la table en disant voilà. Les choses évoluent heureusement. La jeunesse aujourd'hui porte très très fort ce combat féministe et je voudrais le voir plus largement que ça, les discriminations de genre dans leur ensemble. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et c'est difficile et il faut arriver à s'organiser hors les moments paroxystiques de situation parce que la réalité, elle est aussi que soutien à toutes les victimes sans inconditionnellement. Et il y a parfois des moments difficiles parce que on connaît les gens, on milite avec. Si c'était notre enfant, si c'était notre frère, notre beau-frère ou je ne sais rien, on aurait aussi cette difficulté à partager. Et nous, en tant que parti politique, on doit réfléchir la société avec recul. Au parti de gauche particulièrement, et là ça se vérifie sans aucun problème, on a décidé d'entamer un cycle de prévention sur les violences sexistes et sexuelles. On a eu 2 conseils nationaux sur lesquels ont été 2 ou 3 heures consacrées à de la formation, à l'issue de laquelle, par exemple, au mois de janvier, donc à froid, on réfléchit des solutions régulièrement au fur et à mesure qu'on construit une pensée politique commune pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On a, par exemple, modifié notre règlement intérieur au mois de janvier. À chaque fois que nous avons un dépôt de plainte, nous suspendons automatiquement la personne qui fait l'objet de ce dépôt de plainte de façon à lui laisser la possibilité de se défendre et ça nous permet aussi de protéger la victime si elle est dans nos rangs. De ses fonctions au sein du parti. Pardon? Oui, de ses fonctions au sein du parti. Tout ne se passe pas forcément au sein de notre parti. Et donc, toutes les formations politiques, vous aurez la même chose. Les violences sexistes et sexuelles, ça de bien, c'est peut-être une des rares choses qui est partagée, quel que soit le rang social, quel que soit l'état de richesse des gens, quelle que soit leur origine, quel que soit. C'est vraiment très également partagé dans la société. C'est vraiment systémique. Donc, il faut arriver à mettre en place des solutions et toujours, ça c'est, je pense, une des vertus des partis politiques, toujours en réfléchissant à froid et en construisant dans le débat argumenté des solutions qui petit à petit vont nous amener à être les plus vertueux possibles. Et je pense qu'il y a encore des choses à voir, y compris dans la société. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait légiférer et on va avoir ce débat en Conseil national pour pouvoir faire des propositions à nos députés de façon à ce que ce soit relayé, qui permettent d'avoir des réactions rationnelles parce que le combat vaut cette rationalité. Et qu'aujourd'hui, trop de femmes sont victimes, trop de femmes n'osent pas porter plainte, trop de femmes ne sont pas soutenues et il faut vraiment les aider. Comme tu le dis, il y a du pain sur la planche et encore beaucoup de travail. Pour autant, il y a une prise de conscience quand même, je voudrais insister là-dessus et heureusement, et y compris quand on voit les débats qui aujourd'hui traversent les réseaux sociaux, on va dire, et les médias, tant mieux que finalement ça soit des électrochocs qui permettent à la société dans sa globalité d'avancer.
Venons-en maintenant à votre tribune. Vous parlez un peu, c'est un peu le constat que vous dressez au début de votre tribune, vous parlez des indéniables succès de la gauche et notamment des insoumis. Qu'est-ce qui, dans l'organisation même du mouvement ou de la dynamique de la gauche, a permis ces succès selon vous? Sur quoi on part? D'où on part, en fait? Peut-être, vas-y, Jean-Christophe. Oui, bon, d'abord sur la question précédente, je souscris complètement à ce que vient de dire Hélène, qui est une position unanime de notre direction sur le sujet, et on prend cette question-là extrêmement au sérieux. Concernant effectivement la tribune qui s'intitule Besoin de mouvement au singulier au pluriel et besoin de parti au singulier au pluriel, et la référence aux indéniables succès, bien évidemment, on peut le mesurer à la lumière de ce qui se passe en France avec les résultats de la campagne présidentielle, et on peut aussi le mettre en rapport avec malheureusement ce qui se passe en Italie aujourd'hui. C'est que depuis plusieurs décennies, et on y a contribué en tant que militants cofondateurs du parti de gauche, Hélène et moi, mais aussi dans les anciens cahiers de brouillon, comme on dit, pour la République sociale, et y compris tout le travail mené au sein de la gauche socialiste à l'époque, quand on était encore au Parti socialiste, c'est de faire une proposition politique qui tourne autour de deux choses. À la fois être un axe de résistance par rapport aux politiques du capital, et en même temps être en capacité de proposer une alternative politique majoritaire à la fois dans les institutions et dans le pays. Donc les résultats indéniables auxquels on fait référence tiennent à plusieurs choses. Elles tiennent d'abord à cette construction patiente faite depuis plusieurs décennies, sous la forme non seulement d'un parti politique, le parti de gauche, qui, rappelons-le quand même, a pris l'initiative en 2009 de proposer au Parti communiste le Front de gauche, et en 2016 de créer un mouvement électoral large. Sur cette base-là, il y a aussi, c'est indéniable, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, qui a su incarner, on va dire, une synthèse politique entre le socialisme républicain, la culture communiste, une certaine culture libertaire aussi, l'altermondialisme et l'écologie politique. Donc tout ça faisant synthèse, la rencontre… Dans un homme. Synthèse dans un homme. Synthèse dans un homme, mais un homme qui incarne aussi un programme. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est aussi le résultat d'un travail collectif, au-delà de la fonction tribunicienne qui est extrêmement importante, parce qu'elle permet non seulement de déclencher et d'éclairer des choses et de rassembler autour d'une personnalité. Et c'est vrai que dans un univers marqué par deux grands considérants que sont les institutions de la Ve République et un univers médiatique, la personnalité joue un rôle. Mais il ne faut jamais oublier la question du programme et la question de la force politique qui sous-tend tout ça. On y reviendra, on y reviendra. Mais d'abord, quels sont, parce que là, donc Jean-Christophe, tu nous as expliqué pourquoi, d'après toi, on en est là où on en est de façon positive, mais quelles sont aussi les limites du coup de la proposition à la fois des insoumis, du parti de gauche, mais aussi plus largement de la gauche, parce que force est de constater que bon, ça fait quand même 3 élections présidentielles qu'on perd, que Jean-Luc Mélenchon perd, que derrière, effectivement, il y a des succès indéniables, j'en conviens tout à fait, et la dernière présidentielle avec les 22% de Jean-Luc Mélenchon, puis après les législatives, où il y a quand même beaucoup de députés de la NUPES et de la gauche en général, sont quand même des succès, mais c'est quand même des succès qui sont des défaites aussi. Qu'est-ce qui manque en fait? Comment est-ce que vous analysez? Quelles sont les limites en fait de cette stratégie dont tu viens de parler, Jean-Christophe? Il ne faut quand même pas oublier que, avant tout, et c'est ce que nous essayons de faire depuis plusieurs décennies maintenant, en tout cas pour l'un et l'autre, et pour d'autres qu'on voit aujourd'hui dans les médias, y compris Jean-Luc Mélenchon, c'est une bataille culturelle que pour beaucoup on pensait avoir perdue. Or, ce qui est un succès indéniable,
Aujourd'hui, lorsque les gens se positionnent politiquement par rapport à un projet de société, cette alternative existe dans leur esprit. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays en Europe, notamment où peu ou prou on discute de coalitions possibles, centre-gauche, centre-droite. Le fait d'avoir polarisé alors de façon un peu radicale ce projet de société pour notre pays, c'est une victoire indéniable. Parce que si on arrête la bataille culturelle, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a été en capacité de faire, y compris dans la NUP, parce que quand on fait la NUP aussi rapidement sur un programme issu de l'élection présidentielle avec, il ne faut pas l'oublier, sur la base d'un suffrage universel. Ce ne sont pas des sondages, ce sont des gens, ceux qui se sont déplacés, certes, parce qu'il y a tous les abstentionnistes, il ne faut pas oublier, mais sur ceux qui se sont déplacés, on a pu poser un programme qui lui-même contribue à cette bataille culturelle qu'on est encore en train de mener et qu'il va falloir mener lourdement parce que personne ne lâchera en face de nous. Hein. Alors, justement, tu parles du programme. C'est un des 4 grands chantiers que vous identifiez avec Jean-Christophe pour améliorer finalement cette dynamique de la gauche. Franchement, il est quand même pas mal le programme, notamment celui qui s'appelait L'avenir en commun à la base. D'ailleurs, quand j'interroge des insoumis, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent ce programme, L'avenir en commun, c'est le truc le mieux qui ait jamais été fait, que tout le monde, toutes les associations, toutes les parties prenantes sont absolument d'accord avec tous les points qui sont développés dans ce programme. Du coup, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer selon vous? Alors, sur la question que tu poses, là, la question du programme, qui est une question centrale, parce que la question du programme, elle permet de concentrer à la fois l'analyse d'une société et les propositions qu'on fait pour pouvoir la modifier, pour pouvoir la transformer. Bon, ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, parce que c'est autour du programme, y compris qu'on a la clarté politique. Et ce qui a manqué à la gauche ces 30 dernières années, c'est au mieux de ne pas avoir de clarté, au pire d'avoir trahi les engagements historiques des idéaux de gauche. Donc la question du programme est une question centrale, mais la politique, ce n'est pas que le programme, c'est aussi l'art de la mise en œuvre. Et très justement, Hélène vient de parler de bataille culturelle, de bataille idéologique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le capitalisme qui dirige la planète, avec toutes ces réalités quotidiennes on va dire, de la lutte de classe assumée par le capital, c'est-à-dire l'exploitation, c'est-à-dire la bataille contre les salaires, contre les services publics, contre les mécanismes de répartition sociale, etc. Mais aussi avec ce que Marx appelait des superstructures, c'est-à-dire la capacité sur le plan idéologique et culturel de faire consentir à l'ordre établi du système. Et il y a un rapport de force qui nous est défavorable de ce point de vue-là. Nous n'avons pas CNews, hein, nous n'avons pas une chaîne d'extrême droite qui toute la journée rabâche un système où ce sont les pauvres, les immigrés, etc., qui sont responsables de la crise, etc. Nous ne sommes pas encore en capacité, et je crois que c'est un vrai chantier aussi, d'avoir nos propres émetteurs, nos propres médias pour distiller et pour faire valoir d'autres valeurs, substituer les valeurs de compétition aux valeurs de coopération, substituer la logique de la solidarité à la logique du chacun pour soi, dire que la propriété collective des biens communs est une question extrêmement importante, qui ne s'oppose pas bien évidemment au fait d'avoir son petit appartement ou sa petite maison de campagne, ce n'est pas la question, mais que si on veut faire des grands changements de redistribution et de bifurcation écologique, il faut passer par un changement de société et ça passe par l'idée de gagner les esprits à ces nouvelles questions que sont ce que nous on appelle l'écosocialisme, c'est-à-dire articuler la question de la redistribution sociale avec la question de l'écosystème qui définit un intérêt général humain et planétaire, et qu'au milieu de tout ça, il y a la question de la démocratie et de la souveraineté qui permet d'équilibrer et d'articuler la question sociale et la question écologique. Alors là, il y a la question, on a parlé de la question du programme, tu as parlé de la question des médiations finalement pour essayer, ce que disait Hélène, de remporter la bataille culturelle pour l'hégémonie
culturelle. Il y a aussi la question des luttes, en fait, qui est une autre façon de s'approprier les questions qui peuvent être développées dans le programme. Pour vous, les partis, les mouvements, c'est-à-dire le politique, en gros, où est-ce qu'il doit se situer par rapport à ces luttes? Est-ce qu'il doit se situer à l'initiative des luttes, dans les luttes quand elles se constituent, ou les analyser a posteriori et leur proposer finalement un débouché? En fait, quand on parle de lutte, tel que tu viens de l'évoquer, tu parles des luttes en général, il y a effectivement plein de formes de lutte. Il y a la lutte moi j'en sais rien, des gens qui vivent dans un quartier donné et qui veulent obtenir moi j'en sais rien, un espace de vie commune. Il y a dans une entreprise des luttes spécifiques, il y a les luttes écologiques qui peuvent être sur des chantiers particuliers ou qui peuvent être générales. Donc, je crois qu'en fait, et c'est ça l'intérêt de la tribune, c'est d'expliquer l'articulation entre tout ça. Nous, en tant que militants politiques, et là, je peux parler à titre personnel, quand il y a des luttes, aujourd'hui, on commence quand même à être connus. Quand il y a des luttes, c'est pas rare qu'on me passe un coup de fil en disant on a besoin d'un écho sur une entreprise, parce que les femmes de chambre, je vais prendre l'exemple des femmes de chambre, j'en ai fait 18 à Marseille, et elles sont toutes seules sinon avec leur syndicat, et elles ont besoin, si elles veulent avoir un écho médiatique, elles ont besoin qu'on puisse venir. Nous, on peut bouger des militants, on peut faire, c'est pas nous qui perdons notre salaire, c'est pas nous qui sommes en grève, mais pour autant, on peut aider. On peut aider aussi dans ces luttes-là, je prends toujours l'exemple des femmes de chambre, à essayer de réfléchir sur des débouchés politiques, parce que c'est aussi ça notre travail. Les femmes de chambre, pour toujours prendre cet exemple, en fait, 90% des hôtels aujourd'hui fonctionnent avec des femmes de chambre dans la sous-traitance. Ils emploient des sociétés qui vendent en fait la force de travail de ces femmes de chambre contractuellement, comme on vend des photocopieuses en fait. Et pour autant, l'activité principale d'un hôtel, c'est le ménage. Mais il n'y a pas de salariés du ménage à l'effectif de l'hôtel. Peut-être que c'est à réfléchir à faire justement des lois dessus, ou en coopération. En l'occurrence, on a travaillé avec Podemos sur ce sujet. Mais voilà, ça, c'est une façon de faire la lutte. Il y a celle où on peut être moteur et d'appeler à la lutte. Et une grosse manifestation, c'est une lutte. De descendre des gens dans la rue comme on veut le faire le 16 octobre. Donc là, c'est la NUP qui est à l'initiative, et tant mieux, et il faut le faire. Et elle doit agréger tout le monde. Mais le 29 septembre, aux côtés des syndicats, nous serons aussi dans la lutte. Et on l'écrit, je crois, dans la tribune, il me semble que beaucoup de militants politiques à gauche sont souvent syndiqués. Et ils ne militent pas de la même manière dans leur syndicat, ils ne militent pas de la même manière dans leur parti politique, mais pour autant, leur conscience, elle reste une conscience de classe objective. Et ils ont leur place de militants partout. Donc, après, c'est à la sensibilité de chacun et de savoir quelle est sa place dans la lutte, parce que le seul objectif qu'on a, c'est de rendre cette lutte gagnante. Jean-Christophe, tu vas ajouter quelque chose sur la question des luttes? Bien sûr, je m'inscris dans ce qu'Hélène a dit, parce que c'est notre corpus commun. Il faut aussi rappeler que notre parti, le parti de gauche, on se considère comme un parti du mouvement ouvrier historiquement, et que tout ça n'est pas un discours archaïque et passéiste. Historiquement, donc, il y a un mouvement ouvrier qui s'est créé en réaction au capitalisme, d'abord sous forme d'associations ouvrières, de mutuelles, de syndicats, etc., mais aussi de partis politiques qui ont eu, dans les différents pays, l'objectif de donner une traduction politique et institutionnelle aux luttes de classe. Bien évidemment, les luttes aujourd'hui prennent d'autres dimensions que la lutte de classe, mais la lutte de classe est un élément de la révolution citoyenne telle que nous la concevons. Donc, historiquement et pratiquement, on se considère comme faisant partie du mouvement ouvrier démocratique, c'est-à-dire de ces organisations dont les travailleurs se sont dotés pour leur donner une expression politique. Alors, l'expression politique des partis dans une lutte est différente. Souvent, les partis sont extérieurs, mais il y a des militants, y compris de chez nous, qui sont dans les entreprises et qui peuvent faire émerger non seulement des luttes, mais aussi des réponses politiques à partir de la lutte, et des réponses politiques globales pour insérer la lutte dans un champ de transformation politique. Et c'est le sens de notre action. C'est à la fois d'être aux côtés pour conforter la lutte, d'être solidaire par la présence humaine, mais aussi par la présence financière, par les palettes apportées sur les bras zéro,
les viennoiseries le matin pour ceux qui ont passé la nuit à tenir le piquet de grève, etc., etc., mais aussi la capacité à donner une réponse politique globale dans laquelle la lutte en question peut s'insérer. Ça me paraît très important. Là aussi, on est dans l'articulation. Alors, vous abordez aussi une autre question déterminante et importante, c'est la question du territoire. En ce moment, il y a un constat qui est en train de se dégager, il me semble, c'est que la France des bourgs et des ronds-points, comme l'appelle François Ruffin, vous dites la diagonale du vide, donc dans ces espaces-là, la gauche fait de mauvais scores électoraux au profit de l'extrême droite. C'est quoi, du coup, votre réponse? Est-ce que vous dites, bon, bah, on fait déjà le maximum, notre programme, il est super, et bah, tant pis, hein, on peut gagner sans les gens qui habitent ces territoires-là? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans la façon de parler de ces territoires, mais aussi de parler à ces territoires ou de parler avec ces territoires? Moi, j'en suis convaincue. En fait, il y a d'abord, je pense qu'il y a un travail qu'il faut qu'on fasse, le fait qu'on n'arrive pas toutes et tous à trouver le bon terme, puisque tu disais justement, Ruffin le nomme d'une certaine manière, nous on le nomme d'une autre, on n'a pas le bon terme. Et déjà, je pense qu'on a aussi un travail à faire pour essayer de qualifier en fait réellement cet espace. Pour militer dans un village, et c'est récent en fait, j'ai toujours vécu à Aix-en-Provence jusqu'à il y a 1 an et demi, et je vis maintenant dans un village en périphérie, et donc du coup j'ai pu remarquer énormément de choses, et je pense que le fait que cette partie-là du territoire vit sans politique, elle vit avec de la politique à la télé on va dire, mais elle vit sans politique. La plupart des listes sont des listes dites apolitiques, dans lesquelles personne ne sait exactement, mais c'est pour le bien-être du village. De plus en plus, c'est quelque chose qui doit nous interroger, de plus en plus, on ne peut plus distribuer de tracts sur les marchés parce que c'est… Voilà. De plus en plus, nous n'avons pas le droit à des panneaux pour pouvoir afficher. C'est extrêmement compliqué d'avoir des salles. Et donc, tous ces espaces, cette périphérie, à divers degrés, hein, parce qu'on ne peut pas non plus généraliser. Ce n'est pas la même chose en village au fin fond de la campagne et un village en périphérie d'une grande ville comme Aix-en-Provence, qui elle-même est en périphérie de Marseille. Mais il n'y a pas de politique dans ces endroits, et je pense que notre rôle de militant politique, elle est de polariser. Ce qu'il se passe aussi, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder sérieusement, je pense, mais on va travailler là-dessus, ce qu'il se passe aussi, c'est que ces grandes villes attirent les militants. C'est les militants qui habitent les villages en périphérie. Il se passe exactement la même chose que dans leur activité sociale, commerçantes quand ils vont faire leurs courses ou je ne sais quoi. Il se passe exactement la même chose. Les militants sont aspirés par la grande ville. Et petit à petit, d'ailleurs, arrête de militer dans la grande ville d'à côté, ou enfin la grande ville, des fois c'est 6 000 habitants, la grande ville d'à côté, il faut voir le territoire français dans sa globalité. Petit à petit, ils arrêtent même d'y aller parce que c'est de l'essence, parce que c'est le parking, parce qu'il faut quand même boire un coup ce soir-là, et ainsi de suite. Or, il faut absolument, et ça, l'outil France Insoumise est intéressant de ce point de vue-là à cause des groupes d'action, où finalement les gens regardent et ils se disent, ah ben tiens, finalement, moi je l'ai vu ici, hein. Ah ben tiens, finalement, dans mon village, il y a un groupe d'action, je vais y aller. Et je pense qu'on peut redynamiser, mais c'est un travail de longue haleine. Mais il faut absolument polariser les campagnes, la périphérie, je ne sais pas comment on va l'appeler, et ça vaut aussi le coup peut-être de pousser notre réflexion là-dessus, parce que tous on a ce sentiment-là, et finalement il n'est pas encore assez travaillé. Jean-Christophe? Oui, alors je voudrais insérer ta question dans ce que tu disais au début. C'est-à-dire comment, bon, il y a les indéniables succès électoraux, etc., mais quelles sont les forces, et y compris les lignes de faiblesse qu'on peut avoir, parce que si on n'avait que des forces, on aurait gagné. Donc il y a forcément des lignes de faiblesse sur lesquelles il faut travailler. Comme dit le vieil adage, il faut conforter ses points forts et travailler ses points faibles. Et en l'occurrence, nous avons réussi au niveau de la France insoumise, mais ce qui a été un élément déterminant, puisque ça a eu une capacité d'entraînement, y compris sur la manière de revivifier et de refaire démarrer un rassemblement à gauche avec la NUP, nous avons réussi à construire une machine électorale. Mais entre chaque élection, nous ne sommes pas encore en capacité à avoir créé un mouvement de masse dans la société, attractif et ouvert,
étant en capacité d'intervenir à la fois, on l'a dit, sur la question des luttes. Là, on aborde la question des territoires. On abordera aussi certainement d'autres questions après, notamment la question de la formation des militants, en lien y compris avec ce qui a été dit avant sur la bataille culturelle, idéologique pour gagner les consciences et être majoritaire du point de vue des idées dans la société. C'est comme disait Gramsci, c'est la bataille des idées qui préfigure les victoires politiques, pour résumer. Hein, c'était un petit peu plus complexe ce qu'il disait, mais pour résumer, c'est ça. Donc, on doit se dire qu'entre chaque élection, on doit faire passer le mouvement électoral large à un mouvement qui est en capacité à être présent et à entraîner une grande partie de la population. Donc, sur la question des territoires, il y a déjà un sentiment. Il a été dépeint par Hélène à l'instant. Moi, je vis à une dizaine de kilomètres de Toulouse. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de quitter les grandes villes pour des raisons de coût des loyers, d'implantation des entreprises à l'extérieur, etc. Et ça pose des problèmes du sentiment de relégation, de se dire on n'est pas dans la ville, donc on ne peut pas participer exactement à la vie culturelle, à la vie patrimoniale de la grande ville dans laquelle on est né ou dans laquelle on aimerait vivre, etc. Donc il y a déjà un sentiment de relégation par rapport à la question économique, par rapport à la question des transports. Et bien évidemment, cette question-là a été concentrée dans le mouvement des Gilets jaunes à partir de novembre 2018. Donc il y a une question de sentiment de relégation qui se traduit par une logique de relégation territoriale. Mais ça n'est pas suffisant, à mon avis, de dire cela, parce que quand on voit les résultats électoraux, c'est plus contradictoire que ça. Il y a à la fois la question du territoire, mais il y a la question des structures sociales qui existent dans les territoires. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de position théorique ou de position abstraite par rapport à ça. On doit avoir, ce que je disais, la politique, c'est l'art de la mise en œuvre, donc on doit avoir un message ciblé en fonction des structures sociales en question, des gens à qui on s'adresse et du territoire concerné. Donc, ça veut dire que, on doit avoir la préoccupation politique d'intervenir maintenant en permanence partout à l'extérieur des grandes villes et des grandes métropoles, donc le périphérique et le rural, et deux, d'avoir des campagnes politiques qui sont véritablement ciblées, mais tout ça dans toujours une idée d'intervenir en permanence, pas de faire des coups politiques, c'est-à-dire on envoie une brigade de militants pendant un week-end ou pendant une journée, et puis on ne les revoit plus pendant 6 mois ou pendant 1 an. Non, là, je pense qu'il y a un vrai travail de reconstruction en profondeur à faire dans tous les domaines et notamment dans celui-là. Alors, justement, c'est ma dernière question, mais tu viens un peu de l'introduire. C'est qu'il n'y a pas d'élection là pendant plus d'1 an et demi, et les prochaines élections, ce sera les élections européennes, c'est-à-dire pas celles qui mobilisent le plus. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Comment vous allez remplir en fait ce temps de politique? Il y a un cadre nouveau quand même qui est né il y a quelques mois. Même si on a un peu de mal aujourd'hui à en percevoir exactement les limites, les tenants et les aboutissants, c'est le cadre de la NUPES. Est-ce que, par exemple, ce cadre-là, ça pourrait être l'occasion de devenir, ou d'essayer de devenir, comme tu le disais, Jean-Christophe, un parti de masse, c'est-à-dire ou à se développer, comme vous le disiez tous les deux, sur les territoires. En fait, est-ce que ça peut être ça, le laboratoire pour essayer de mettre en place tout ce dont vous parlez, avec quand même, j'ai une sous-question, c'est que la difficulté de la NUPES, c'est que ce sont des cultures politiques qui sont réunies, mais qui sont quand même relativement différentes entre les socialistes, les communistes, les insoumis et les écologistes. On n'est pas tout à fait sur les mêmes cultures politiques. Du coup, comment est-ce que vous envisagez cette cohabitation, mais surtout à la fin la convergence, et tout en respectant les différentes sensibilités? Je sais pas, moi je veux bien me donner un premier élément de réponse. Alors là, particulièrement le parti de gauche, nous sommes habitués à ça. C'est-à-dire qu'en fait,
pour résumer et caricaturer, ce n'est pas tout à fait quand même la même chose, mais pour notre transformation de la société, pour le projet politique qu'on veut voir majoritaire dans ce pays, nous, on a l'habitude d'utiliser plusieurs outils. Donc, ça peut être parfois l'action syndicale, ça peut être la NUP, ça peut être le Parti de gauche, ça peut être la France insoumise, et chacun, en fait, va dans cette direction. Et moi, enfin, à titre personnel, j'utilise l'un ou l'autre des outils. La NUP, indéniablement, est une réponse pour beaucoup de gens qui avaient l'impression que la gauche passait son temps à se disputer entre elles et que finalement, on n'allait pas vers un projet commun. Et il faut répondre à ces attentes et avoir des discussions, et c'est très important. La France insoumise, elle a une autre vertu, c'est elle fait venir des gens qui ne veulent pas s'engager politiquement. Et donc, cela aussi, il faut leur laisser une place. Et donc, du coup, la NUP permet finalement à des gens qui ne sont pas forcément engagés dans des partis politiques ou dans des structures fermées, comme il y a dans la France insoumise, de participer à des discussions dites unitaires qui sont un peu, qui peuvent paraître du passé et qui pour autant sont aussi une expérience qu'il faut qu'on continue à développer. Et le parti de gauche, du coup, c'est lié à son histoire, lié au fait qu'on ait participé au Front de gauche. Ensuite, on est participé à la création de la France insoumise et qu'on milite aussi bien dans des cadres unitaires politiques ou convergence d'intérêts avec des syndicats, des associations ou avec la France insoumise, alors que nous sommes militants politiques, mais militants de la France insoumise exactement au même niveau que n'importe quel insoumis. Ça nous permet de faire ces liens. Et je crois que c'est la responsabilité qui porte alors spécifiquement sur le parti de gauche à cet instant, c'est d'essayer de tenir tous ces bouts-là en même temps, de façon toujours la même chose, à devenir majoritaire dans ce pays. Jean-Christophe, le mot de la fin. Le mot de la fin, peut-être pas, parce que je pense que ce type de problématique qu'on a posée, puis ce type de débat, c'est pas suite et fin, c'est fin et suite. Moi, je vais prendre un exemple. Jeudi matin, dans les rues de Toulouse, il y aura un cortège de la NUP, dans le cortège du mouvement social. Je dis bien le cortège du mouvement social, parce que pour reprendre ce que je disais avant, le mouvement ouvrier, ce n'est pas que les syndicats. Il leur appartient effectivement dans les entreprises d'animer la lutte, etc. Mais il y a des réalités historiques et complémentaires du point de vue des organisations. Et je parle du mouvement social, et c'est aussi le sens de notre tribune. Donc, il y aura un cortège de la NUP, c'est extrêmement important. Je voudrais aussi resituer cette problématique-là à l'aune de ce qui vient de se passer en Italie quand même. Parce que le résultat des élections italiennes, c'est la disparition de la gauche politique pour différentes raisons qu'on ne va pas traiter maintenant. Donc, ça veut dire que ce qu'on a réussi à construire, à mettre quand même à l'actif du résultat de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et de la France insoumise, d'avoir eu la capacité à montrer qu'on pouvait être quasiment majoritaire dans le pays et que pour qu'on franchisse le cap, il fallait une logique de rassemblement et que sur cette base-là, les autres partenaires se sont regroupés et ont constitué la NUP, tout ça est un bien extrêmement précieux. Mais la conclusion peut-être qu'on peut avoir à l'instant T, c'est que vis-à-vis de la politique de Macron et de la course de vitesse qui est engagée avec l'extrême droite en Europe, mais aussi au niveau mondial, parce qu'il y a Bolsonaro, il y a Erdogan, il y a eu Trump, etc. Ça, c'est l'extrême droite politique qui existe sous différents avatars. Mais en Europe et en France, il y a une course de vitesse qui est engagée. Et pour gagner cette course de vitesse, il y a un impératif urgent, c'est que les associations, les syndicats, les organisations politiques laissent de côté leurs vieilles habitudes, leurs vieux ronrons et apprennent à travailler ensemble. Et c'est par l'échange et par l'action, y compris, qu'on va régler un certain nombre de divergences qu'on avait. Parce qu'en politique comme en physique, il n'y a pas de phénomène statique. Il n'y a que des phénomènes dynamiques. Et si on est en dynamique et si on est dans l'échange, la volonté de construire et la volonté de se rassembler, on peut faire des grandes choses ensemble et on peut gagner une majorité aux prochaines élections, mais surtout une majorité pour établir un rapport de force par rapport au capitalisme. Voilà, c'est ça. C'est sur ces mots pleins d'espoir qu'on se quitte. Je vous remercie tous les deux et à bientôt dans les luttes, dans la réflexion et dans tous ces espaces que vous appelez de vos voeux pour construire une gauche plus belle et plus forte. Merci.
Merci. Ciao, ciao.